Le talent est un titre de responsabilité, c'est ce qu'estimait le général de Gaulle lui-même. Et oui, à l'heure où l'on nous parle de performance, de performer, de succès ou d'échec, peut-être est-il urgent, justement, cet après-midi de redéfinir un peu ces fameux talents, ces talents que l'on cache ou que l'on fait fructifier plus ou moins. Le talent, la parabole des talents, dit le pape François, nous dit que nous sommes destinataires des talents de Dieu, à chacun selon ses capacités. S'inspire-t-il de Matthieu 25,15 ? Avant tout, reconnaissons ceci, ajoute-t-il. Nous avons des talents, nous sommes talentueux aux yeux de Dieu. Par conséquent, personne ne peut penser être inutile. Personne ne peut se dire si pauvre au point de ne pas pouvoir donner quelque chose aux autres. Alors voilà ce matin la question que nous allons nous poser tous ensemble. En ce lundi, est-il suffisant d'avoir du talent pour réussir dans la vie ? Eh bien, voilà la question que je vais poser à mes 3 invités dans cette émission En quête de sens. Comme nous sommes lundi après-midi, il va falloir un petit peu que j'articule et que je répète 1000 fois les chaussettes de l'archiduchesse. Michel Théman, bonjour. Michel Théman, bonjour. On la refait. Parlez bien dans votre micro. Alors, vous êtes radiologue, pianiste, vous êtes passionné par l'apprentissage et la transmission en général. Et donc, vous avez compilé un petit peu toutes vos connaissances autour de, justement, de ce qui entoure notre sujet et ce qui en fait aussi le centre, le cœur. Le savoir par cœur sans apprendre par cœur. Surtout, vous êtes capable, vous allez réussir, c'est-à-dire à partir du talent que nous avons tous, point d'interrogation, on va le voir pendant l'émission, chez Odile Jacob. Nous sommes également en compagnie de Charlotte Savreux. Bonjour Charlotte. Bonjour Marie-Ange. Ravie de vous recevoir. Vous êtes journaliste, rédactrice en chef. Vous êtes également professeur à l'IEJ, on peut le mentionner, à l'Institut européen du journalisme. Et donc, vous avez publié, alors il y a quelques années, l'ouvrage L'année du déclic, et si c'était le vôtre, c'est bien cela, une belle couverture bleue. Alors moi, je pensais que ça venait de sortir, que c'était tout frais, les presses de la Cité. Mais en fait, alors l'année du déclic, c'est celle-là, pardon, la couverture blanche, ça commence bien. Et si c'était la vôtre, un ouvrage qui a été pondu il y a quelques années, en fait. Voilà, exactement, et qui apparemment est intemporel, puisque les droits ont été rachetés pour une sortie poche. Voilà, aux éditions Balland dans une version originelle et une version poche aux éditions Le Duc, et qui rappelle combien la vie est une aventure pour tous, sans exception. Et oui, à travers des témoignages, à travers au fond, oui, c'est ça, des témoignages, vous racontez à travers des parcours, surtout de vie, de personnalité, comment c'est possible, effectivement, de choper, d'attraper son année du déclic. Chacun a le droit à son déclic au fond. Chose évidemment partagée par notre ami en face de vous, figurez-vous, Philippe Corda, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. La couverture bleue, c'est la vôtre, pardon. En fait, je suis désolée, mais c'est un peu la couverture chouchou du jour. C'est pour ça que voilà, j'étais presque pressée de la présenter, où l'on voit finalement une ampoule qui brille, enfin en tout cas qui marche, qui fonctionne, qui éclaire dans la nuit. Voilà, déclic. Tout simplement, c'est le titre de votre ouvrage que vous avez publié, que vous avez écrit et pondu avec votre fille, si j'ai bien compris, qui n'est pas là ce matin, mais que l'on salue, évidemment. Hélène. Exactement. Voilà. Essentiel pour savoir convaincre, changer, avancer, nous apprend Fabrice Midal, qui a présenté cet ouvrage, préfacé, comment est-ce qu'on peut dire ça, voilà. Effectivement, le déclic, comment est-ce qu'on attrape ce déclic ? Le déclic est un terme, c'est étonnant parce que vous l'avez utilisé effectivement tous les deux. Finalement, le déclic, est-ce que c'est une histoire de... est-ce que c'est un coup de chance ? Est-ce que c'est une chance qu'on attrape ? Est-ce que c'est à partir du talent ? Le déclic, juste en 2 mots pour ceux qui ont parlé de déclic aujourd'hui. Alors moi, avec le recul de mon expérience, voilà, au travers de cet ouvrage, si je devais résumer le déclic en une phrase, c'est lorsque l'envie est plus forte que la peur. Voilà, et que tout d'un coup, il y a une flamme intérieure qui nous anime, parce que finalement, on a beau avoir le talent, si on revient sur le sujet du jour, s'il n'y a pas de désir, s'il n'y a pas cette flamme intérieure qui nous anime, il n'y a pas de mise en action et donc de mise en réalisation d'une certaine manière. Donc c'est pour ça, le déclic en une phrase, c'est une équation quand l'envie devient plus forte une équation que la peur, exactement. D'accord. Parce que le talent ne peut pas s'exprimer sans déclic. Qu'est-ce que vous en diriez ? Qu'est-ce que vous répondriez à cette question finalement ? Alors moi, le déclic, c'est quelque chose qui paraît un petit peu brutal. Ouais. Effectivement. Voilà. Moi, je pense qu'il y a un apprentissage du plaisir d'apprendre et de faire. Donc, ça peut être un petit peu plus progressif. C'est devant toute chose,
même quand on pense qu'on n'a pas les capacités de le faire, si on s'approprie ce plaisir d'apprendre, on peut progresser et aimer faire. Et en fait, même devant des choses qui paraissent un petit peu ingrates, la chose reste ingrate, mais c'est la quête, un petit peu la quête du sens, comme le titre de votre émission. C'est la quête du sens de cette chose, c'est la quête de la réalisation, c'est la quête du plaisir de faire qui provoque le plaisir lui-même. Alors chez Michel Témé, il faut savoir que c'est le nerf de la guerre. Pour mémoriser, pour apprendre par cœur, il faut aimer. Il faut apprendre à aimer. C'est un peu... le nerf de la guerre. J'ai quand même dépassé le savoir par cœur sans apprendre par cœur. C'était le titre du premier ouvrage. Absolument. Non, mais je suis d'accord. Qui nous a tous marqués. Voilà, mais qui avait un titre très explicite. Mais cette fois-ci, je suis allée beaucoup plus loin puisque dans toute chose, pas seulement dans l'apprentissage, mais dans toute action qu'on fait. Par exemple, je parle de la phobie administrative. On n'apprend plus, mais c'est une question d'organisation et comment on va transformer notre cerveau, et je donne des clés aussi bien mentales que pratiques pour rendre cette chose qui avait de la particularité d'être ingrate et la rendre, de lui donner un petit peu un sens et donc du plaisir. Voilà, Et y a-t-il du plaisir s'il n'y a pas de désir ? C'est-à-dire que pour moi, vous disiez, il y a quelque chose de brutal dans le déclic. Moi, au contraire, je trouve qu'il y a une fulgurance. Et la vie, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grande réalisation sans un moment, une prise de risque. Et ce désir, c'est quelque chose, en effet, c'est pas brutal, c'est de l'instinct. Et on se rappelle quand même qu'on a un cerveau reptilien qui est un cerveau animal et qui a besoin aussi de s'exprimer pour un moment qu'on aille vers sa trajectoire de vie. Et pour aller décrocher sa victoire, il faut qu'il y ait un petit peu quelque chose un peu plus vivant et existentiel. On a du mal à faire circuler justement le côté physiologique, ce qui se passe là-dedans, sous la caboche, dans la caboche, sous le casque, Philippe Corda, et puis tout cet environnement. C'est complexe quand même de réussir à, justement, réussir à, déjà, première étape peut-être de la réussite, point d'interrogation, mais de réussir à faire cohabiter un peu toutes ces parties du cerveau, dont le cerveau reptilien, et puis les choses plus rationnelles pour s'exprimer, pour exprimer nos talents. Je ne sais pas. Qu'en pensez-vous, au fond ? Alors déjà, dans cette émission, j'ai entendu 3 choses très, très justes. 1, il faut du temps et pour développer un talent. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et il y a une progressivité et il faut effectivement le plaisir d'apprendre, c'est absolument fondamental. Deuxième chose très intéressante, c'est il faut à un moment donné, très souvent, il se passe quelque chose, une fulgurance. Effectivement, le désir plus important que la peur, un déclic. Et troisième chose, vous l'aviez dit tout à l'heure, très souvent, c'est une question de chance. À un moment donné, il y a une rencontre, il y a quelque chose, ça peut être ou un événement, ça peut être un accident, d'ailleurs un deuil, ou un événement heureux, ou un film, ou un livre, ou quelque chose qui fait que d'un seul coup, il y a un déclic. Et avec ma fille Hélène, ce que nous avons fait depuis des années, c'est des recherches et de travailler avec d'autres chercheurs pour comprendre si on peut provoquer délibérément ce moment-là, si on peut s'appuyer sur un peu autre chose que la chance pour qu'il y ait un déclic qui puisse changer une vie. Première question. Changer potentiellement des milliers ou des millions de vies. Deuxième question. C'est pour ça que nous travaillons à la fois dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des entreprises, en essayant de s'appuyer sur la recherche pour mettre au point des programmes très courts qui vont provoquer des déclics aux effets mesurables et constatables dans la durée. Et vous vous basez d'ailleurs sur des expériences scientifiques à ce propos ? Absolument, uniquement. Assez étonnant, comme quoi finalement on a besoin parfois de rechercher des choses qui ne sont pas forcément liées avec notre sujet, mais qui en fait fondamentalement prouvent que finalement on a besoin parfois de se fonder, parce qu'on est parfois on se dit finalement on a un cerveau, il y a de la chance qui existe, bon parfois il y a la providence pour ceux qui y croient, tant mieux. D'ailleurs on en parlera certainement dans cette émission. Est-ce que il y a une place dans le bon déclic, dans l'expression de nos talents? Est-ce qu'il y a une place pour la spiritualité? Je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que par rapport à la définition, je me suis permise de placer en introduction du pape François qui a quelques années. C'est les éditeurs La Recherche, elle date de 2017. Quand il dit effectivement, nous avons des talents, nous sommes talentueux aux yeux de Dieu. Par conséquent, personne ne peut penser être inutile. Personne ne peut se dire si pauvre au point de ne pas pouvoir donner quelque chose aux autres. C'est vrai que nous, aujourd'hui, quand on pense au mot talent, parfois on pense au mot performance qui est plus ou moins rapidement lié à ce mot-là. Les deux sont intimement liés. Lui, il parle carrément de sentiment d'utilité. Vous en faites quoi ?
le talent, c'est finalement d'exprimer ses ressources. Si on ne veut pas aller sur ce terme que vous évoquiez, c'est juste exprimer ses ressources, découvrir que nous avons tous un potentiel extraordinaire, voilà, et que si nous sommes incarnés au cœur de cette existence, c'est que nous avons notre raison d'être, une pierre à l'édifice de notre époque et de notre société. C'est pour ça que quand j'entends des personnes qui disent « Ah bah moi, j'aurais mieux fait naître dans une autre époque. Cette époque, c'est pas la mienne. » Je pense qu'il y a... celle-là. Oui, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de frustration de ne pas se mettre en action. Il y a aussi un mot qui n'a pas été cité, c'est la mise en action. Moi, je crois, je suis une opti-réaliste et je crois aussi à la mise en action. C'est-à-dire que vous évoquez la chance. Là, nous sommes le premier instigateur de ces déclics. C'est-à-dire que la mise en action, c'est ce qui donne du rythme à notre vie et c'est ce qui crée des opportunités. Alors après, libre à nous de les cueillir et de les saisir. Mais je dis souvent que voilà, on a tous un large de potentiel et que ne pas exprimer ses ressources, c'est habiter dans une hutte alors qu'on possède tous un palais. Donc, il faut ce temps que vous évoquez, Michel, pour aller à la rencontre de notre talent, de nos ressources. Et après, il faut passer à l'action pour les exprimer, pour les partager, pour servir notre trajectoire personnelle, puis pour être aussi utile, donner de la valeur aux autres et donner de la valeur à notre société, à notre époque, à notre humanité. Ouais. Donc on a tous une raison d'être. Alors vous dites justement, vous de votre côté, Michel Thémam, vous dites, vous parlez du manque de motivation. Le terme motivation, parce qu'on a parlé de désir tout à l'heure, trouve son étymologie dans deux termes. Motivus, qui veut dire mobile, au sens de motif pour agir ou de raison d'agir, et movere, dont l'équivalent en français est mouvoir. Et donc vous dites qu'on peut conclure, si on les rejoint tous les deux, que la motivation vient du motif qui pousse à se mouvoir. Et c'est vrai qu'on entend souvent « Ah, mais je suis pas assez motivé, etc. » Donc il y a une histoire de désir aussi à l'origine de cette motivation. Alors, c'est quand même intéressant d'en parler. Chaque fois que mes interlocuteurs parlent, j'ai envie de réagir, mais malheureusement, on a chacun sa place. Pardon, Michel. C'est pas grave. Donc, c'est normal. Alors, d'abord, oui, pour réagir à deux, trois petites choses. Oui, allez-y. Oui, moi aussi, bien sûr. J'ai commencé mon introduction par un déclic que j'ai eu, puisque c'est une rencontre avec quelqu'un qui m'a fait rejaillir sur moi-même que je n'étais pas allée jusqu'au bout de mes capacités pour terminer cet ouvrage. C'est comme ça que je l'ai terminé. Donc, bien sûr, j'ai eu aussi un déclic et c'est ce qui m'a permis d'en venir à bout. Donc, mais ce que je veux dire après, c'est que il y a un certain apprentissage et je compte beaucoup sur ce que j'appelle la métacognition, c'est-à-dire la compréhension de son fonctionnement cérébral, comme la compréhension d'une machine ou de une machine à laver ou de votre Comment on fait pour se connaître sa machine cérébrale? Comment on fait? Cette machine cérébrale, j'en donne une petite illustration que j'ai vraiment fabriquée de toutes pièces, où j'ai mis 2 clés. À force de lire des ouvrages de scientifiques et puis de me servir de mes propres expériences, j'ai mis 2 clés et comme s'il y avait un coffre. Et quand on trouve l'utilisation, quand on utilise ces 2 clés, j'explique comment le fonctionnement de notre cerveau peut changer. Alors, quelles sont les 2 clés? Alors ça, je vous laisse peut-être un petit peu plus découvrir parce que sinon je vais tout révéler de cette progression. Mais bien sûr, on peut agir sur le mental en comprenant son fonctionnement, mais je pense que le mental ne fait pas tout et qu'il faut aussi donner des clés pratiques pour pouvoir accéder à ce plaisir d'apprendre et de faire. Ouais. Et c'est la 2e partie, la 3e partie de l'ouvrage. Charlotte, vous seriez d'accord? Est-ce qu'il y aurait des clés? Est-ce qu'il faut d'abord apprendre à se connaître au fond pour, en fait, j'ai parlé très vulgairement, attraper ce déclic presque? On a envie de saisir ce déclic comme le figurait presque tout à l'heure Philippe Corda. Est-ce qu'il y a une histoire de se connaître en fait avant toute chose? Ma démarche est tout autre puisque moi je ne donne pas des clés, au contraire j'ouvre l'horizon au travers de ces parcours de vie. Oui. Ce que j'aime c'est justement, je ne crois pas du tout au dogmatisme d'une personne qui saurait déjà tout sur voilà. Donc moi je crois beaucoup à la contagiosité, à l'exemplarité et à ce qui parle au cœur. Voilà, ce qui parle au mental, vous savez, c'est comme les bonnes résolutions du début d'année, ça tient 15 jours. Moi, je crois au partage d'une expérience. On s'est tous peut-être retrouvés un jour autour d'une table et il y a un parcours de vie qui nous a révélé. Et Michel évoquait ce déclic justement d'une personne qui peut-être a eu un moment la phrase qui a changé la donne. Qui nous percute. Qui percute. Ouais. Voilà. Donc moi, je crois plutôt à l'idée d'aller à un moment au cœur de ce qu'est la vie, c'est-à-dire faire son expérience de la vie. Et surtout,
se rappeler qu'il y a des valeurs essentielles, c'est le courage. Moi, je crois beaucoup aussi au goût de l'effort, voilà, au goût du tout et du possible. Alors comment renouer justement dans cette société où on a tout très rapidement avec facilité? C'est le goût du possible, c'est de dire et pourquoi pas moi? C'est-à-dire que je suis au cœur de cette existence. Pourquoi je ne servirai pas ma cause au profit des autres? Voilà, j'ai certainement quelque chose à déposer, donc après c'est à découvrir, mais on a toute une vie pour le faire. Ouais, pas de panique. Voilà, petit à petit, c'est la politique des petits pas pour aller décrocher sa victoire. Mais moi, je fais très attention au mental que j'ai élu fournisseur officiel d'alibi et qui nous détourne souvent justement de notre victoire. Retrouver le sens du mauvais ré, n'est-ce pas Michel? Allez, en tout cas, Cornélie, Arcangelo Corelli exprime son talent tout de suite à travers cet opus numéro 5, cette sonate numéro 5 en sol mineur, cette deuxième partie que nous entendons tout de suite. Et voilà pour Arcangelo Corelli, à l'heure où nous parlons de talent. Et oui, aujourd'hui, est-il suffisant d'avoir du talent pour réussir dans la vie? Question que nous nous posons souvent au début d'année. Ou alors les bonnes résolutions qui vont avec, la motivation pour lire, pour écrire, pour changer de voie, pour se réorienter. On en voit beaucoup aujourd'hui dans les sondages de Français qui veulent se reconvertir. Alors, avec quel talent et pourquoi faire et dans quel sens? Question que nous nous posons beaucoup de nos jours. Michel Thémam est avec nous, radiologue, pianiste, passionné par l'apprentissage et la mémoire qu'elle a décrypté dans Savoir par cœur. Pardonnez-moi de le remettre sur le tapis, cher Michel, mais c'est quand même un ouvrage fondamental. Et le petit dernier, vous êtes capable, vous allez réussir. Ça donne beaucoup d'élan, cet ouvrage, aux éditions d'Île Jacob. Charlotte Savreux, journaliste, l'année du déclic qui vient de sortir. Et si c'était la vôtre, on a envie de dire oui, bien sûr que c'est la vôtre, c'est la nôtre, chez Ballant, n'est-ce pas, qui est ressorti en poche, n'est-ce pas, chère Charlotte Savreux. Et puis Philippe Corda, qui a écrit avec sa fille Hélène cet ouvrage, Déclic, quand un mot suffit pour changer une vie. Déclencher son déclic, comment peut-on dire, la mise en œuvre du déclic, la mise en œuvre positive de ce déclic aux presses de la Cité. Voilà, vous qui êtes le président fondateur de Corda, une entreprise de formation, de conseil en management, et vous avez également créé Énergie Jeune au pluriel, énergie pour les jeunes, une association qui donc combat les inégalités scolaires. Alors vous allez être invité sur tous les plateaux en ces temps de problématique autour de la transmission, de la difficulté à apprendre aux enfants et aux jeunes les savoirs, pour reprendre un mot gouvernemental, n'est-ce pas Philippe Corda? Et tout ça est lié, bien évidemment, aussi à la prise de conscience de son talent, de ses talents, pour pouvoir sauter sur l'occasion, pour, je sais pas moi, se diriger ici ou là, vers tel ou tel savoir, pour animer notre curiosité. Paraît-il que c'est quelque chose qui est de moins en moins partagé par les jeunes générations. Je ne sais pas ce que vous en pensez. De quoi sommes-nous malades avec cette histoire de talent, au fond, Philippe Corda? Alors, je ne sais pas si nous sommes malades, mais en tout cas, il est clair qu'on a beaucoup à gagner à aider les enfants et les jeunes à aimer apprendre. Ouais. Et donc, la question sur laquelle nous travaillons, c'est comment provoquer des déclics dans la tête de ces jeunes et de ces enfants, notamment dans les milieux défavorisés, pour qu'ils aiment apprendre. Notre association Énergie Jeune a déjà déployé ses programmes auprès d'1 million d'enfants. Et une grande chance que nous avons, c'est que ce programme a été évalué par des chercheurs de l'école d'économie de Paris, notamment, et du MIT aux États-Unis, sur des dizaines de milliers d'enfants en échantillon aléatoire. C'est-à-dire qu'on tire au sort la moitié des gamins qui vont avoir le programme, l'autre qui ne l'auront pas. Et les chercheurs se sont rendus compte que des interventions très courtes que nous avons donc développées et déployées permettent, de faire gagner les enfants en confiance en eux-mêmes, 2, de modifier leur comportement en classe, 3, d'élever leurs aspirations, 4, d'améliorer leurs notes sur tout le contrôle continu au collège jusqu'au brevet de fin de collège qui en plus est complètement anonyme. Donc on a la certitude et les chercheurs concluent en disant que le rapport efficacité-coût de ce programme, il est au moins 10 fois supérieur à tout ce qui a pu être mesuré dans le monde. Donc c'est l'objet de notre livre de montrer qu'il y a un nouveau champ de recherche qui est absolument fascinant et qui permet aujourd'hui de construire les interventions qui vont provoquer des déclics par milliers.
On a tous eu au moins dans notre vie, je crois, un professeur qui nous a provoqué un déclic. Vous me regardez avec des yeux qui brillent. Je me tourne vers vous. Mais c'est ça, je dis souvent qu'il y a d'où on vient et où l'on va. C'est-à-dire que d'ailleurs, j'avais fait une émission sur le sujet, sur la timidité. Et on a beaucoup d'anciens timides, par exemple, à la radio, en télévision. Et tout ça, même au théâtre, au cinéma. Moi, je ne parlais pas jusqu'à 8 ans. Voilà. Et moi, je fais partie aussi des anciennes timides, enfants en tout cas. Et ça, tout ça montre, c'est qu'on a une capacité à se transcender, que rien n'est figé ni limité et que les seules limites sont celles que l'on se fixe. Donc je dis, il y a d'où on vient et où on décide d'aller. Et c'est nous qui avons les cartes en main. Alors après, la vie, évidemment, va nous servir son lot d'opportunités, de synchronicité qu'il faudra évidemment saisir. Mais le premier pas nous incombe. C'est pour ça que moi, je crois à l'action et à ce déclic qu'on va aller soi-même actionner. Et après, la vie va faire son ouvrage. Mais tout part d'abord de nous. Parce qu'on dit souvent... on entend souvent autour de nous, ah non, de toute façon, elle a toujours de la chance, ou lui, il a toujours eu de la chance. Moi, j'en ai jamais eu. J'ai toujours des tuiles qui me tombent dessus au moment où je commençais un peu à réussir. Moi, j'en connais, je vous parle de quelqu'un. C'est un formidable alibi, ça c'est le mental. Formidable alibi pour pas aller décrocher son histoire. Michel. Ah oui, alors pour rebondir sur mon interlocutrice cette fois-ci, allez-y. Oui. Alors pour moi, le désir mimétique, c'est une notion que je développe dans cet ouvrage, que j'avais développé un petit peu dans le premier, mais vraiment, je m'y attelle davantage cette fois-ci parce que franchement, c'est très très important quand mon interlocutrice dit ça vient de nous. Malheureusement, ça vient pas seulement de nous, ça vient aussi de la personne qui est en face de nous. Donc, il a été démontré que ce désir mimétique existe ça a été... ça repose sur ce qu'on appelle les neurones en miroir. Donc, quand vous êtes en face d'une personne qui a de l'élan, qui est passionnée, et c'est souvent ce qui se passe quand j'enseigne, quand j'essaye de transmettre mon savoir, immédiatement, il se passe une espèce de transfert de ma passion d'apprendre. C'est fascinant. Et qui immédiatement se réfléchit, qui se réfléchit sur mon interlocuteur. Donc, ça peut être aussi une certaine forme de déclic, assez souvent. Ce que je veux dire, c'est qu'ensuite, il y a besoin de comprendre pour aller plus loin, parce qu'il ne suffit pas d'avoir juste un instant, mais ensuite, il faut comprendre comment ça se passe. Donc, on peut... tout à l'heure, je cachais un petit peu ces deux clés. Je vais quand même y revenir un tout petit peu dessus, finalement. C'est trop sympa, merci Michel. Parce que, en fait, il y en a une que j'ai dénommée TripAdvisor. C'est notre agence de notation, c'est-à-dire que toute expérience vécue est répertoriée dans notre centre de la mémoire, et toute nouvelle expérience est confrontée à l'expérience antérieure. Ça, c'est un petit peu le résumé de l'agence de notation, du TripAdvisor. Ça, c'est la première chose. Attendez, vous pouvez détailler juste. Attendez, j'ai pas très bien compris l'histoire de l'agence. Une sorte de CAC 40 de la. Chaque fois qu'on vit une expérience, elle est mémorisée. Oui. Et toute bonne ou mauvaise, d'accord. Bonne ou mauvaise. Ok. Donc, on lui donne une note. Oui. On n'a pas forcément conscience qu'on a donné cette note, mais au sein de notre cerveau, il y a une espèce d'agence de notation, il y a un petit lieu cérébral qui va confronter la nouvelle expérience à l'ancienne et lui dire « ça c'est bien, tu refais, ça c'est pas bien, tu refais pas ». Par ailleurs... Parfois on refait mal. Alors, si c'était une mauvaise expérience, on n'a pas envie de la refaire. Et si c'était une bonne expérience, on a envie de la refaire. Oui, logiquement, effectivement. Logiquement. Ouais. Mais on va essayer de trouver comment faire pour avoir envie de refaire une expérience qui ne s'était pas bien passée. C'est là l'effort. Et là, il y a un second siècle, enfin ce que j'appelle, enfin ce qui est déjà dénommé par les scientifiques, le centre inhibiteur de l'action. Ouais. C'est une espèce d'aiguillage cérébral qui fait que on peut prendre la voie réflexe et donc se mouler à ce qui s'est passé antérieurement, ou prendre la voie volontaire, c'est-à-dire faire le contraire de ce qu'on devait faire. Et quand j'ai compris ces deux clés, enfin que j'ai mis au point les relations qu'il pouvait y avoir entre ces deux clés, là le coffre s'ouvre. C'est-à-dire que face à une expérience qui s'était pas forcément bien passée, par la volonté, c'est-à-dire par l'aiguillage vers la volonté au lieu de façon réflexe éviter cette action. Et si je sortais de la zone de confort et que je me lançais. De sa zone de confort. Ça va faire plaisir à Charlotte, non? Ça vous fait plaisir ce genre de choses ou pas?
Pour moi, c'est trop rationalisé. Voilà. Mais ça, c'est une démarche par rapport à la vie. Voilà. Moi, je crois que le vrai talent, si on devait résumer, c'est de toute manière d'aimer la vie dans toutes ses nuances, en toutes circonstances, avec ses hauts, avec ses bas. Ce que vous disiez, voilà, parfois, la vie, c'est des facilités, parfois, c'est des zones de fébrilité. Et qu'est-ce qu'on fait de ces zones de fébrilité pour rebondir plus fort, plus déterminé? Donc là aussi, c'est par l'apprentissage, c'est par l'expérience. Et l'expérience, on l'a, par la mise en action. Vous dites quand même, il faut travailler pour mériter son don. Alors j'attends Philippe Corda pour nous définir le talent. C'est pour vous, parce que c'est vous qui avez réalisé qu'on n'avait toujours pas défini ce que c'était que le talent. Je suis mauvaise aujourd'hui. Chère Charlotte, ça se travaille comment? Mériter son, ça veut dire quoi exactement? Non, mais c'est-à-dire que le bonheur vient de l'effort surmonté aussi. Tout à l'heure, j'évoquais le goût de l'effort. C'est très évangélique ce que vous dites, vous savez. Oui, mais c'est la réalité. Regardez ceux qui sont en train de s'entraîner pour participer aux JO l'année prochaine. Ces femmes qui sont peut-être en train de nous écouter et dont l'accouchement approche. C'est tous ces moments aussi, ce que je veux dire, qui se méritent, qui se convoitent et qui ont d'autant plus de saveur aussi. Et c'est par l'expérience qu'on va justement optimiser notre confiance et qu'on va pouvoir grandir et aussi aller vers des expériences encore plus grandes pour nous, à notre grandeur. On dévalue le sens de l'effort aujourd'hui, Charlotte? Tout de même, on est dans une société où tout est rapide, immédiat. Donc évidemment que moi je crois au fait de vouloir vraiment et longtemps. Voilà, je trouve qu'il y a des choses, regardez, quand on achète de manière très basique, j'ai pas fait de grandes recherches, mais c'est la vie quotidienne. Quand on ouvre un paquet de gâteaux, il n'a pas la même saveur que quand on a mis du temps à le faire. Voilà, c'est-à-dire qu'il a beaucoup plus de saveur. Donc je crois aux choses, en effet, qui se méritent, qui se convoitent, il me semble. Mais peut-être que vous avez un autre retour qui m'intéresse. Ouais, Philippe Corda, c'est quoi le talent selon Philippe Corda? Non, moi j'ai pas d'opinion sur le talent. Ce que je sais, c'est que la recherche montre qu'il n'y a pas de talent inné et que les personnes qui accomplissent, vous parliez tout à l'heure de performance, les plus hautes performances, ces personnes-là ne sont jamais identifiables à l'avance à cause de prédispositions qu'on serait capable de déceler. C'est toujours une accumulation gigantesque de travail et de perfectionnement qui amène au très haut niveau de réalisation de performance. Donc le talent, c'est quelque chose que l'on construit. C'est la première chose. Ça, c'est absolument certain. Alors après, effectivement, il peut y avoir des déclics qui vont faire qu'à un moment donné, on va se considérer comme comment je pourrais dire trouver la motivation pour aller consacrer des efforts considérables à développer son talent. Je voudrais revenir sur la question du sens. Pourquoi est-ce qu'on développe un talent? Il y a une étude absolument passionnante qui a été faite pour essayer de voir ce qui allait motiver des jeunes à apprendre des choses ennuyeuses. Mais souvent, il faut passer par des apprentissages ennuyeux pour bâtir des compétences nécessaires. Et en fait, on a comparé... voilà, exemple. Et donc, on a comparé deux types de motivation au départ. Ce qu'on appelle la motivation intrinsèque, c'est-à-dire trouver de l'intérêt dans la tâche elle-même, ou motivation extrinsèque, quels sont les bénéfices qu'on en attend. Est-ce que je travaille, je ne sais pas quoi, la biologie parce que j'aime disséquer une grenouille, ou est-ce que c'est parce que j'ai vu que le biologiste avait une belle voiture et un jour je voudrais avoir une belle voiture. Eh bien, c'était aucune de ces deux motivations qui était la plus porteuse, même si la motivation intrinsèque, évidemment, est beaucoup plus puissante que la motivation extrinsèque qui était liée à une récompense. Mais la motivation la plus porteuse, c'est je fais de la biologie parce qu'un jour j'aimerais pouvoir soigner des gens. La motivation qui dépasse le soi. C'est-à-dire sentir qu'on fait quelque chose qui pourra servir aux autres. Et si on combine la motivation intrinsèque, c'est-à-dire le goût pour la tâche elle-même, l'apprentissage lui-même, et le sentiment que ce talent qu'on développe pourra servir d'autres, c'est là qu'on résiste le mieux aux difficultés. C'est ce qui fait des fois en France, c'est ce qui fait des fois en France, Philippe Corda, dans l'éducation et tout ça, ça commence très tôt à la maternelle ou en CP ou au collège, enfin bref, ça commence très tôt. J'ai l'impression que vous soulignez quelque chose qui ne va pas là, du coup, effectivement, qui fait défaut. C'est pas propre à la France, c'est globalement... c'est vrai qu'on a tous eu tendance à parler à nos enfants en disant si tu travailles pas bien, tu n'auras pas un bon métier, un bon salaire, un bon je sais pas quoi. Donc c'est la motivation extrinsèque, c'est totalement contre-productif. On sait que plus on va exciter cette motivation extrinsèque, plus l'enfant va se décourager quand il sera en difficulté. Donc qu'est-ce qu'on fait quand un enfant n'aime pas les maths? Pardon. Non mais là il y a un... Bref, là je voudrais rebondir allez-y, cette motivation là, avec le plaisir, ce qu'on appelle le plaisir immédiat et le plaisir différé. Le plaisir immédiat et le plaisir différé, c'est l'expérience du marshmallow. On donne un marshmallow, on propose un marshmallow à des enfants et on leur dit si tu le manges pas tout de suite, t'en auras un deuxième. Ça, s'il arrive à anticiper le plaisir qu'il aura,
s'il a compris le plaisir différé. L'enfant a tendance à manger le premier marshmallow jusqu'à un certain âge. Donc, pour répondre à cette question, à la question tout à l'heure, oui, l'enfant ne connaît pas immédiatement le plaisir différé. Il faut lui enseigner le plaisir différé. Il dépend d'une anticipation et donc d'une maturation cérébrale. Donc, c'est très important. Et effectivement, la société de consommation, c'est plutôt le plaisir immédiat et moins de plaisir différé. Maintenant, pour rebondir également à ce que vous disiez, je pense que encore plus que dire oui, la biologie me permettra peut-être de découvrir quelque chose qui... c'est quand même difficile d'anticiper tout ça. Moi, je me dis que, en fait, c'est pas tant la biologie qui peut être une source d'intérêt. C'est ça qui est très intéressant. C'est ça que je développe dans ce livre. C'est pas tant la biologie qui est une source d'intérêt, c'est la quête du plaisir. C'est cette quête du plaisir pour faire de la biologie qui est ce centre d'intérêt. C'est-à-dire que, en fait, je m'en fiche du sujet. Il m'arrive d'enseigner des sujets que je ne connais pas, très très souvent, et quelquefois des sujets ingrats. Mais c'est pas grave. Ce qui m'intéresse, c'est le challenge de transformer cette chose qui est ingrate en quelque chose qui me procure du plaisir. Chercher l'intérêt, en fait. Faut creuser même. C'est même pas l'intérêt, c'est l'intérêt de cette recherche de plaisir, de ce que ça va me procurer, de ce challenge. En fait, c'est le challenge qui me fait progresser. Ça vous inspire quoi, cette histoire de rebond, de challenge C'est vrai que c'est intéressant parce que c'est quelque chose d'assez délicat, comme j'ai l'impression. En tout cas, je suis d'accord sur le plaisir. On dit souvent que le plaisir est le petit frère du bonheur. C'est-à-dire que le bonheur au quotidien, c'est pas toujours évident, ce que je veux dire, à atteindre. Mais en tout cas, le plaisir, c'est quelque chose qui est à notre portée. Moi, j'étais assez d'accord avec Philippe quand il dit que ce qui est important, c'est quand le projet est plus grand que notre personne. Alors, c'est vrai que pour des enfants en bas âge à l'école, c'est peut-être difficile de se projeter si loin. Je sais, Philippe, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui avez fait cette étude ? C'est intéressant. Par exemple, vouloir rendre fiers ses parents. C'est un projet. C'est un projet qui est à la portée de tous les enfants qui ont des parents. C'est vrai. Oui. Voilà, j'aime bien cette idée quand le projet est plus grand que notre personne et c'est ça qui nous dépasse. Du moment qu'on se dépasse, c'est un peu ça que vous voulez dire. Exactement, en fait. Et c'est ça qui nous permet aussi de dépasser notre peur parce qu'il y a quelque chose de plus grand, donc on est plus centré sur soi-même, sur ces petites peurs irrationnelles, sur ces alibis qui viennent nous empêcher d'aller décrocher notre histoire justement et notre victoire. Au contraire, il y a quelque chose de plus grand, plus noble qui nous dépasse et qui nous permet de nous transcender et de nous dépasser. Eh bien, juste avant que nous nous séparions une seconde fois, justement, en compagnie, cette fois, d'Oxmo Puccino, juste effectivement de quoi rebondir avec vous, Philippe Corda, sur cette histoire finalement d'apprentissage à l'expression des talents. Ça s'apprend de faire fructifier un talent, ça vient pas comme ça. C'est vrai qu'on se demande comment des Mozart et autres génies ont pu exprimer leur talent. Il y a eu, alors, dans un certain nombre de cas, les parents derrière, ou Mozart, fallait voir. Quasiment dans tous les cas. Et puis Jean-Sébastien Bach, et puis tous les peintres et autres. On est d'accord ? Dans tous les cas. Dans le cas des grands, entre guillemets, génies. Mais enfin, bon, dans la société, on n'a pas besoin que de grands génies. Je dis pas qu'on s'égare du sujet. Pour reprendre votre question sur qu'est-ce qu'on fait avec un élève qui a des difficultés en maths, il y a une notion qui est très, très importante, c'est la notion de difficulté stimulante. C'est-à-dire que si c'est trop facile, on s'ennuie. Si c'est trop difficile, on se décourage. Ouais. Donc, il faut s'adapter. Il faut revenir au niveau où en est l'enfant pour que ça redevienne stimulant. C'est-à-dire, alors il y a des tas d'études là-dessus qui montrent qu'en gros, il faut être dans, par exemple, un type d'exercice que le gamin va réussir 8 fois sur 10, 8 fois et demi sur 10. S'il réussit que 3 fois sur 10, il se décourage. S'il réussit à chaque fois, il se désintéresse. Donc, c'est une des clés, en tout cas. Mais en fait, c'est délicat d'enseigner. Ça vient illustrer exactement ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que transformer une expérience négative en expérience positive, ça peut être aussi remettre un niveau qui va procurer une expérience positive, donc qui va laisser l'idée de la réussite et donc, l'enfant, par exemple, aura envie de réitérer cette expérience puisque maintenant, elle est vécue comme positivement. Même si c'est une toute petite réussite, Charlotte, est-ce que, je sais pas, vous avez l'air Ah non, moi je vous écoute. Non, moi je vous écoute, je fais mon cheminement. Est-ce qu'on peut commencer par des petits déclics ? Oui.
Ah mais oui, de toute manière, il n'y a pas de grande victoire ou de petite victoire. Il n'y a pas de grand bonheur ou de petit bonheur. Dans cette société où on nous vend du bonheur à tout prix, moi je crois juste l'idée d'être bien dans son histoire. Pénible, ce mot est bien pénible, non, je ne trouverais pas. Moi j'aime bien juste l'idée d'être bien dans son histoire, d'être dans l'histoire qui nous ressemble. Qu'on soit patron au 440, ou quelqu'un, ou un menuisier dans le Larzac, juste être bien dans son histoire, celle qui nous ressemble au moment auquel on est de son existence. C'est pour ça qu'il y a ces déclics, parce qu'on est amené évidemment à rebattre les cartes pour changer la donne, parce qu'on n'est pas la même personne à 60 ans qu'on l'était à 40 ans. Donc c'est ça, ces déclics. C'est venir rebattre les cartes. Je dis souvent que comme il y a des saisons dans la nature, on le voit là en ce moment, l'automne qui s'offre à nous, il y a des saisons dans la vie. Et il faut accepter aussi de rebattre les cartes. Donc il ne faut pas avoir peur de se mettre en action progressivement, doucement, mais sûrement. Voilà, il ne s'agit pas d'être kamikaze. Et en s'adaptant aussi. Et en s'adaptant. Pas être embuté sur un objectif qu'on n'atteindra pas. L'idée de réajuster. Voilà, on parlait tout à l'heure du goût de l'effort. Moi, je crois beaucoup aussi à la persévérance. La persévérance, c'est quoi ? C'est la confiance plus la patience. Aujourd'hui, on manque aussi beaucoup de patience dans l'époque qui est la nôtre. Vous prêchez une convaincue, chère Charlotte. Et je vous donne l'exemple. C'est tellement dur aujourd'hui, la voilà, patience. parmi les personnalités que j'ai pu rencontrer, on imagine toujours que c'est plus facile pour les autres. Donc, c'est pour ça que je me suis intéressée au parcours de personnalité, parce que je me suis intéressée au versant nord. On connaît souvent leur versant sud, c'est-à-dire leur réalisation, leur réussite. Mais ce qui m'a intéressée, c'est le cheminement qui mène à la réussite et qui rappelle qu'on est tous à l'école de la vie, sans exception. Donc la persévérance, confiance plus patience. Et c'est Thierry Marx, qui est notamment dans ce livre. J'étais sûre, vous allez le citer, c'est drôle. Qui est vraiment, enfin, qui adore les arts martiaux, qui est un grand spécialiste des arts martiaux, me dit un jour, j'étais interrogée parce qu'un grand maître en art martial japonais avait pris comme représentation la libellule. Pour quand même un grand maître en art martial, on s'attendait plutôt à un tigre ou à un dragon. La libellule paraît légère, frêle. Et on s'est aperçu, c'est que la libellule ne renonce jamais. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle est jusque-boutiste et qu'elle aime se prendre le mur. Non, c'est-à-dire que la libellule, face à l'obstacle, elle change d'axe cognitif. C'est-à-dire qu'elle essaye de faire autrement, différemment. Parce qu'il y a des gens qui peut-être nous écoutent, qui se disent « mais moi j'ai un talent ». Voilà, par exemple, admettons, le chant. Il y a beaucoup de gens qui chantent très très bien, parfois qui chantent mieux que des chanteurs très connus et qui se disent « mais moi pourquoi je ne perce pas ?» Eh bien, Philippe, alors j'aimerais avoir votre regard. Juste après Ochomo Puccino, cette fois. Ah bon, voilà. D'accord, alors j'ai hâte. Ben oui, parce que bref, voilà. On ne s'est pas compris, il nous faut regarder. À tout de suite. Il nous faut regarder, pourquoi pas, nos talents. Merci Ochomo Puccino, merci à François Dieudonné et Pascal Chan pour la touche musicale quotidienne dans cette émission que nous vous proposons tous les jours, je le rappelle, sur les antennes d'RCF, un peu partout en France et même en Europe et dans le monde, et sur les ondes de Radio Notre-Dame. Est-il suffisant donc d'avoir du talent pour réussir dans la vie ? Eh bien oui, belle question que nous posons ensemble en ce début de semaine avec Michel Temam, qui a écrit « Vous êtes capable, vous allez réussir ». Et oui, chez Odile Jacob, elle qui est radiologue et pianiste passionnée par l'enseignement, la transmission, autre personnalité passionnée également par presque la science, l'art de la transmission. C'est Philippe Corda ici présent, lui qui préside Corda, justement, entreprise de formation et de conseil en management. Dieu sait qu'on en a besoin aujourd'hui. Et aussi qui combat les inégalités scolaires, sujet hautement d'actualité, hautement sous tension également, qui a écrit donc avec sa fille Hélène « Déclic quand un mot suffit pour changer une vie » aux éditions de La Cité. Nous voilà de retour pour échanger autour de ce qui fait qu'un déclic passe du passif à l'actif, si je puis dire. C'est affreux de dire cette phrase, mais effectivement, vous le disiez tout à l'heure, Charlotte Savreux, à l'instant, au fond, une fois qu'on a dit oui, voilà, il a eu un déclic, elle a eu un déclic, il faut un déclic, mais qu'est-ce qu'on en fait de ce déclic ? Est-ce qu'on le laisse passer ? Comment est-ce qu'on l'aperçoit et qu'est-ce qu'on en fait après ? J'imagine qu'il y a un passage du passif à l'actif. Vous êtes d'accord, Philippe Corda, avec cette histoire ? Vous qui avez aussi le mot déclic dans votre... Oui, bien sûr. Alors peut-être quelque chose qu'on peut dire pour rebondir sur ce qui a été dit auparavant sur la persévérance, c'est qu'il y a une des recherches les plus extraordinaires qui a été faite et qui est traduite aujourd'hui dans un certain nombre de programmes, là, notamment avec Énergie Jeune, l'association dont vous avez parlé, c'est qu'on s'est rendu compte que beaucoup tient à la croyance que les enfants, et d'ailleurs c'est vrai aussi pour les adultes, ont ou non dans le fait que leurs talents sont figés ou malléables. Il y a ce que les anglo-saxons appellent le fixed mindset, c'est-à-dire on est doué pour certaines choses, pas pour d'autres,
Et il y a ce qu'on appelle le growth mindset, c'est-à-dire, au fond, plus on s'entraîne, plus on progresse. C'est vrai pour les différents talents, comme c'est vrai pour le sport ou les connaissances. Et on se rend compte que si l'enfant pense qu'on est doué ou on n'est pas doué, il va fuir l'effort et se décourager en cas de difficulté. S'il pense que le cerveau est un peu comme un muscle, même si d'un point de vue biologique, c'est pas exactement ça, mais si l'enfant se représente le cerveau un peu comme un muscle, eh bien, la recherche montre qu'il va être plus curieux, plus persévérant, plus endurant dans l'effort et face aux difficultés. Et ça, c'est une première découverte. La deuxième, qui est encore plus extraordinaire, c'est que cette croyance, qui est une croyance superficielle, c'est pas comme une croyance religieuse, une orientation politique, quelque chose de très profond, c'est ce qu'on appelle une théorie implicite, c'est une croyance superficielle, on peut la modifier en quelques minutes et de façon définitive. Et donc, une des façons de provoquer le déclic, avec un mot, c'est de modifier cette théorie implicite, cette croyance superficielle, pour que dans la tête de l'individu, de l'enfant ou de l'adulte, on se représente le talent, la compétence, le cerveau, non pas comme quelque chose qui est donné ou pas donné, qui est figé, qui n'évoluera pas, mais comme quelque chose qui se développe et se construit avec l'effort. Et ça change du coup l'interprétation de l'effort. Le problème, on parlait de l'effort, beaucoup de gens pensent que si on fait des efforts, c'est qu'on n'est pas doué. Parce que normalement, si on est talentueux, il n'y a pas besoin de faire des efforts. C'est vrai que et donc, cette impression on change la perception de l'effort et l'effort devient quelque chose de désirable et de valorisé et non pas quelque chose qui est... Parce que souvent, un enfant, si il a le sentiment de faire un effort pour réussir quelque chose que d'autres font sans effort, il se dit, je ne suis pas doué. Je suis nul. C'est même pas la peine que j'essaye. Et plus je vais montrer que j'essaye, plus je vais perdre la face devant les autres. Il vaut mieux que je chahute ou même que je sois absent en cours. Donc c'est très très important et ça peut se faire en quelques minutes avec des protocoles très précis identifiés par la recherche. On peut modifier ces croyances limitantes, ces croyances dans le fait que par exemple les capacités seraient figées et ça rend plein de choses possibles. Tout n'est pas pour autant possible. Il faut faire attention aussi de ne pas dire aux enfants ou aux adultes quand on veut, on peut, parce que ça revient finalement à insulter ceux qui ne peuvent pas, ceux qui n'y arrivent pas. Tout le monde n'a pas les mêmes chances. Tout le monde n'est pas né au même endroit, dans le même genre de famille, avec le même patrimoine génétique. On peut avoir des handicaps de toutes sortes. Et donc, vouloir, ça ne suffit pas toujours pour pouvoir. Donc, il y a une partie des choses contre lesquelles on ne peut pas agir, mais il y a une partie sur lesquelles on peut agir. Et là, on peut créer des déclics qui peuvent changer des vies. Michel. Donc, parmi les déclics, Charlotte parle de ces exemples. Ces exemples, en fait, ils s'intègrent dans ce que j'appelle dans ce qu'on appelle le désir mimétique. C'est-à-dire que le désir mimétique, ça peut être aussi bien la personne qui est juste en face de moi, mais ça peut être aussi une personne plus à distance et qui me sert de modèle. Et ça peut être justement, c'est des parcours de vie, par exemple, qui peuvent me servir à moi pour avoir envie de faire la même chose. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je voulais rebondir sur le fait du muscle. Justement, le muscle, le cerveau a été... on peut l'assimiler à un muscle, c'est-à-dire c'est la plasticité neuronale. Absolument. On peut développer des neurones. Et d'ailleurs, je donne l'exemple du chauffeur de taxi qui est souvent repris chez les neuroscientifiques. Le chauffeur de taxi londonien dans une ville qui est avec des rues complètement désorganisées, ce qui est un peu le cas de Paris aujourd'hui, parce qu'il faut vraiment s'adapter en permanence, ça change tout le temps. Mais initialement, c'était un petit peu plus facile de s'y repérer. Ces gens-là développent un hippocampe, c'est-à-dire le centre de la mémoire. Il devient beaucoup plus volumineux que chez les personnes, d'autres personnes. Étonnant, qui est quand même, donc, on se muscle. C'est le violoniste, par exemple, qui a la main gauche, qui fait l'effort avec les doigts. Pour le droitier, c'est bien sa main gauche où les doigts sont mobiles. C'est la représentation de la main gauche dans le cerveau droit qui sera plus développée que la main droite dans le cerveau gauche. Donc, on peut muscler son cerveau. C'est une chose. Voilà. Ensuite, je voulais rebondir sur l'action. Et oui, l'action, il me semble très important. Fais avant de réfléchir. C'est-à-dire, n'attends pas d'être attentif pour être attentif. Plutôt, fais la chose et tu vas devenir attentif en la faisant. Mais là, le premier effort est peut-être le plus difficile, mais après tu seras récompensé. C'est même pas un effort, c'est-à-dire rentre dans l'action et c'est l'action qui va te rendre attentif. N'attends pas d'être attentif parce que souvent l'attention vient pas. On n'arrive pas, on peut pas l'imposer quand on dit à des enfants sois attentif. Quelquefois il peut pas. Il faut trouver la raison de son inattention, peut-être l'absence de plaisir, etc., l'absence de motivation. Donc il faut vraiment changer la donne.
Voilà. Ça, c'est... Alors Charlotte, effectivement, c'est vous qui parliez de déclic passif et déclic actif. Dans toutes les personnalités qui ont plus ou moins de ressorts, vous parlez même dans votre deuxième chapitre, quand vous écrivez, vous reprenez cette citation d'Albert Camus que j'aime beaucoup. Au milieu de l'hiver, j'ai su que j'avais en moi un invincible été, les ressorts insubmersibles. Il y a des ressorts insubmersibles. C'est-à-dire notre capacité à rebondir, tout simplement. Hein. Ouais. C'est-à-dire que voilà, ce que je disais au démarrage, la vie c'est une aventure avec la part d'ouvrage qui nous appartient, cette part d'imprévu aussi que la vie nous propose. Et parfois la vie, c'est mieux pour nous ce qui nous est favorable, mais le mental évidemment est en résistance parce que le mental, c'est aussi beaucoup de peur, c'est aussi beaucoup d'ego. Donc quand le mental se met en route, évidemment, il nous retient alors que la vie nous appelle, la vie nous attend. Le mental, c'est t'es nul, t'y arriveras pas, regarde les efforts que tu fais, l'autre y arrive sans effort, tout ça. Le mental, c'est tout ce qui nous freine d'une certaine manière. Ouais. Donc à la fois, il nous sécurise, mais tout ce qui nous sécurise en vient à un moment à nous asphyxier quand c'est trop et quand c'est trop dans la durée aussi. Donc tous, nous sommes protégés aussi. Hein. Voilà, nous sommes des humains avec nos zones de fébrilité, donc on a nos zones de protection. Mais il y a un moment où ces protections, elles nous asphyxient. Donc, c'est aussi à nous de les retirer progressivement pour aller vers la vie, quoi. Parce que la vie nous attend aussi. Ouais. Hein. Pour rebondir sur ce que disait Michel, voilà, je dois cette phrase à Claude de Milleville, qui n'est plus parmi nous, mais ça fait partie des auteurs que moi, j'ai souvent reçus, qui était une femme formidable, ouais. Claude de Milleville, qui disait quand on fait un pas dans la vie en fait 10 pour nous. Wow. Voilà. Mais ce premier pas... Retiens ça. En ce début d'année. Voilà. C'est-à-dire que ce premier pas, il nous incombe. C'est-à-dire, moi, je ne crois pas... Voilà, l'espoir. Voilà, aussi un psychologue que j'avais souvent reçu qui m'avait dit, moi, je me méfie de l'espoir. Dans espoir, il y a poire. Voilà, c'est-à-dire qu'à toujours attendre de l'extérieur, non mais c'est une réalité, ouais. À toujours attendre de l'extérieur, ouais. Ça marque en nous l'empreinte de notre incapacité à aller décrocher notre victoire. Donc il y a un moment aussi, c'est-à-dire qu'il faut aussi cultiver cette confiance, et cette confiance, on l'acquiert au gré des expériences, qu'elles soient positives, qu'elles soient négatives, mais c'est l'expérience de la vie, et elle nous appartient à tous sans exception. N'est-ce pas Philippe Corda? Elle nous appartient à tous sans exception. C'était une belle conclusion de cette émission ou pas? Vous souhaitez ajouter quelque chose en quelques secondes? Alors, je voudrais ajouter une chose pour revenir à une question qui a été posée au tout début, qui était la question du sens, parce que c'est le thème de l'émission, en quête de sens. On s'est rendu compte avec des recherches que simplement pour des élèves, sur des jeunes de milieux très défavorisés et de catégories qui peuvent être stigmatisées, le simple fait de les faire réfléchir à quelque chose qui a du sens pour eux, on leur pose 3 questions. Choisis parmi cette liste de valeurs, une valeur qui a du sens pour toi. Depuis quand est-ce qu'elle est devenue importante dans ta vie? En quoi elle définit l'individu que tu es? Eh bien, cela suffisait pour faire un changement de trajectoire scolaire qu'on pouvait suivre pendant des années, simplement pendant une question de 5 minutes. Pour les grands enfants également que nous sommes. Merci Michel Théma, merci Charlotte Sevray, merci Philippe Corda. Merci infiniment pour nous avoir donné du soleil en ce début d'année scolaire pour faire fructifier nos talents à jamais, n'est-ce pas? Amen. Merci les amis. Merci.